quotidienne. Et puis il y a éventuellement dans les jeux d'argent la possibilité de gagner un peu d'argent et d'améliorer son ordinaire. Et la plupart des gens qui jouent aux jeux d'argent, c'est ce qui pourra dans un deuxième temps créer des phénomènes d'addiction, ont l'espoir d'améliorer leur vie quotidienne. Alors en jouant tour à tour, l'un au poker, l'autre aux courses de chevaux, ou le dernier à la loterie, à l'euro-million ou d'autres choses. Est-ce que c'est justement l'appât du gain qui rend le jeu attractif ? Il n'y a pas seulement l'appât du gain. L'appât du gain, c'est une dimension très importante, parce que sinon, pourquoi jouer à un jeu d'argent si c'est pas pour gagner de l'argent ? Mais il y a aussi une dimension, je dirais, de victoire à la fois sur soi-même et sur les autres. Par exemple, quelqu'un qui joue aux courses, il a la liste des chevaux qui vont participer à la course et il est devant un problème dont il s'agit de trouver la solution. Il faut déterminer qui sera le gagnant. Et il y a un vrai plaisir à avoir trouvé la solution. Dans d'autres catégories de jeux, comme par exemple l'euro-million, c'est loin d'être aussi évident, parce qu'à l'euro-million, on choisit ses numéros plus ou moins au hasard, et quand on gagne, on peut dire qu'on ne l'a pas fait exprès, parce que c'est le hasard qui s'est emmêlé. Donc tout dépend, je dirais, de la catégorie de jeu. Mais dans certaines catégories de jeu, il y a un plaisir qui va au-delà du simple gain d'argent. Oui. Éric Boinin, le jeu est quand même quelque chose de très ancien, que l'on retrouve dans des tombes, que sais-je, du néolithique, des dés, des osselets. Comment est-ce que le jeu addictif est-il arrivé ? C'est quand même assez récent, ce phénomène. En fait, il n'y a pas de phénomène récent. On en parle de manière très récente parce que c'est devenu un argument. Alors pour certains, un argument marketing, pour d'autres, un argument médical, pour d'autres, un argument légal. En réalité, l'excès est partout. On parlait tout à l'heure du sexe, maintenant on va parler du jeu. Mais vous savez, le jeu par définition est addictif, c'est même ce que les gens recherchent. Ils recherchent l'adrénaline. S'il n'y avait pas l'adrénaline, ils ne joueraient pas autant. C'est pour ça aussi qu'on peut expliquer que quand il y a de l'adrénaline dans des jeux qui ne concernent pas les jeux d'argent, ça marche aussi. Donc pour dire que d'un côté il y a le jeu et de l'autre côté le jeu addictif, quelque part on se ment un petit peu. Parce que s'il n'y avait pas cet excès, cette volonté d'aller vers le hasard, vers savoir, presque vers Dieu, hein, quand on veut deviner que c'est le 17 qui va sortir, on veut démontrer quelque chose, on veut se mesurer au hasard, à Dieu, à ce que vous voulez. Là, vous voyez bien qu'on n'est plus dans l'addiction, est-ce qu'elle date de 2000 ans ou non ? On est l'adrénaline, la recherche du risque, elle a toujours existé. Donc il n'y a pas uniquement l'argent qui fait que le jeu peut devenir dangereux ? Il y a cette adrénaline qui joue énormément ? Vous savez, c'est comme un cocktail. Si vous enlevez un ingrédient, peut-être que ça va être un peu moins bon. Il faut tous les ingrédients. Il faut le jeu, il faut l'argent, il faut l'adrénaline, il faut l'ambiance. Et tout ça va ensemble. On a l'impression que le jeu, en tant que, je vais vous paraître naïf, mais en tant que détente ou loisir, n'a plus de raison d'être aujourd'hui s'il n'y a pas cet enjeu et cette provocation à l'adrénaline, à l'excitation. L'excitation fait partie du jeu et aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une société où on veut toujours plus franchir de plus en plus de barrières, de plus en plus rapidement. Donc c'est tout à fait normal qu'on en parle beaucoup. Puis en plus ça, il y a des effets de mode, comme le poker par exemple. Donc demain en famille, un Monopoly tout simple sur lequel on miserait des vrais billets, ça vous paraît quelque chose de concevable quand on voit la société actuelle ? Vous savez, la Française des Jeux a sorti le 1000 bornes. Donc on peut s'imaginer que demain il y aura le Monopoly. Alors on va marquer une courte pause. Le jeu entraîne parfois des comportements inavoués pour gagner. Et regardez cet exemple de Georges Delatour que nous commente Guillaume Kins. La peinture aujourd'hui si appréciée de Georges Delatour est l'une des plus grandes redécouvertes du XXe siècle. Ce célèbre tableau surnommé Les Tricheurs fut ainsi trouvé et acheté en 1926 par le tennisman Georges Landry. Signé, il est l'un des meilleurs exemples de la production diurne de l'artiste, alors plus connu pour ses scènes de nuit. Le tableau représente 4 personnages, 2 femmes et 2 hommes livrés à une partie de cartes. Jamais regard en coin n'ont mieux porté leur nom. La courtisane au centre, sa servante debout, le joueur au premier plan, tous se livrent à des jeux de regard espionnant et guettant, tramant et trichant. Seul le jeune homme à droite de la composition garde benoîtement les yeux sur ses cartes. Élégant, richement habillé, prêt à risquer une somme d'argent substantielle, ce Candide est la victime toute désignée des 3 comparses. Au jeu de regard, Georges Delatour ajoute au jeu de lumière, découvrant aux spectateurs, témoins et même complices malgré lui, la triche qui se prépare. Sans doute la servante profite-t-elle de sa situation pour épier et décrire le jeu du jeune homme. Sans doute la courtisane au large décolleté a-t-elle attiré sa proie dans le piège. La circulation des regards crée une tension dramatique, un moment suspendu qui résume à lui seul la critique et le danger des jeux de hasard. Ce tableau, qu'on a souvent rapproché des peintures de jeux caravagesques, est également davantage peut-être l'héritier des scènes d'auberge des Flandres et des Pays-Bas, souvent liées à la parabole du fils prodigue, gaspillant son bien et teinté ainsi d'un discours moralisateur. Il rejoint aussi une autre thématique,
celle de la diseuse de bonne aventure. Sujet de hasard et de Dupri que Georges de Latour a traité également dans une œuvre conservée au Metropolitan Museum de New York. L'importance prise par les jeux de cartes et la critique contemporaine des jeux de hasard était fréquente au XVIIe siècle. Il n'est pas rare que les cartes à jouer apparaissent dans les natures mortes, symbole des plaisirs terrestres et des futilités du monde, autant que condamnation de l'oisiveté et de la perte de temps. C'est ainsi sans doute une mise en garde qu'adresse Georges de Latour dans son tableau, une mise en garde contre le jeu, la malhonnêteté et les séductions du monde, séductions qui charment d'ailleurs notre œil au gré des surfaces, détails et raffinements de la peinture. Alors on vient de le voir, Latour nous met en garde contre le jeu, les religions aussi, puisqu'on le voit par exemple la religion juive qui interdit les jeux, puisque selon le Talmud ce serait volé. Est-ce que les religions ont un problème avec l'argent justement ? Je pense que c'est un problème démodé avec l'argent. Parce que vous parlez de la religion juive, donc d'Israël, puisqu'aujourd'hui c'est la matérialisation il y a un État. Et dans cet État, il faut savoir que cet État, c'est le fournisseur de 70% des softwares de jeux dans le monde. Quand on sait que l'argent des opérateurs de jeux remonte vers les softwares, vous imaginez que peut-être qu'on ne joue pas en Israël, mais je crois que c'est le pays qui doit faire le plus gros produit national. Les casinos, ils sont interdits. Parce que les casinos, ils sont interdits, mais c'est le pays qui fait le plus gros produit national avec les jeux dans le monde. Enfin, s'il y a quand même un pays où on ne trouve pas de casino encore, c'est bien le Vatican. Et le seul exemple que l'on ait dans le Nouveau Testament d'un jeu, c'est les soldats qui se partagent au dé la tunique du Christ au soir de sa passion. C'est quand même assez fort. Et pourtant, qu'est-ce que c'est ? C'est un discours moralisateur, d'après vous ? Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'arrive pas à parler de ça, de la morale et du tabou. Je pense qu'on est en 2011. Les religions, elles jouaient le rôle avant de police. Il n'y avait pas de police à l'époque. Maintenant, il y a la police. Alors la religion, elle, on la prend comme référence, mais on la prend plus comme censeur. C'est pour ça que parler de jeu et de comparer avec les aspects religieux, pour moi, ça m'est très difficile d'en parler. Je préférerais que le sociologue ou l'écrivain en parle. Marie-Fleur, justement, est-ce que vous pensez que c'est légitime de gagner de l'argent finalement sans travailler ? Justement, c'est là qu'est toute la question pour la religion. Le problème pour la religion, c'est que, notamment dans la culture judéo-chrétienne, c'est que l'argent doit venir du travail. Et que les religions ne considéraient pas le jeu d'argent comme un travail, puisque c'est un divertissement, et il n'est donc pas susceptible de produire un fruit. Et c'est en cela que c'est mal. Gagner de l'argent au jeu, ça veut dire gagner de l'argent sans travailler. Et récompenser l'oisiveté, c'est totalement contraire au principe de notre culture judéo-chrétienne. C'est là qu'est le problème, je crois, principal. Et c'est un problème, alors je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un problème qui reste assez actuel aujourd'hui, je dirais, dans notre société.